Mala était une prisonnière belge d'origine polonaise et parce qu'elle parlait couramment allemand et polonais, elle avait eu un poste dans l'administration allemande. Et là, elle essayait d'aider les gens comme elle pouvait, avec des médicaments ou peut-être un meilleur travail. Elle représentait tout ce qu'il y avait d'humain dans le camp. Et un jour, nous avons appris, Mala s'est enfuie. Et nous avons pensé, si quelqu'un peut arriver à s'enfuir, c'est bien Mala. Elle avait eu contact avec le camp des hommes et avec la résistance polonaise. Et elle et un homme du camp des hommes avaient reçu un uniforme allemand et ils étaient tout simplement sortis du camp sans problème. Mais malheureusement, ils ont été reconnus et un soir, après le travail, on nous a réunis et nous devions assister à l'exécution de Mala. Mala devait être pendue. Mais Mala a réussi à se libérer, a donné une gifle au chef du camp et elle a essayé de prendre quelque chose de pointu dans ses cheveux. C'était sans doute une lame de rasoir. Elle a voulu ouvrir ses artères, mais elle a été arrêtée car Mala ne devait pas avoir une mort aussi douce. On l'a emmenée et quelques jours après, nous avons appris qu'elle avait été brûlée vive au crématorium. Je m'appelle Arlette, je suis française, je suis née à Paris en 1924 dans une famille française juive qui avait habité en France depuis plus de 2 siècles, plus de 200 ans. Un de mes ancêtres est né en 1748 dans l'est de la France. Mon père a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et on ne faisait pas de différence entre nous, entre les Français catholiques ou protestants ou juifs. D'ailleurs, on ne disait jamais juif, on disait israélite. Le mot juif a commencé seulement à apparaître après la guerre. Le premier signe d'un danger possible, ça a été en décembre 1940. J'allais au lycée et mon professeur de français, ça veut dire de littérature française, était juive et les juifs n'avaient plus le droit d'être professeurs. Dans l'ensemble, n'avaient pas le droit d'être fonctionnaires. Alors, mon professeur s'est arrêté. Elle est rentrée dans la résistance en France. Et pour cette raison, elle a été arrêtée et décapitée, exécutée à Cologne peu de temps après. Mais la vie a continué, normal. J'allais au lycée, mon père travaillait, jusqu'en décembre 1941. Là, il y a eu une grande rafle, beaucoup d'arrestations d'hommes et surtout d'hommes de vieilles familles françaises. Et nous avons commencé à comprendre que Paris, où nous habitions, n'était peut-être pas
le meilleur endroit pour mon père. La France, à ce moment, était partagée en deux groupes. Le nord était occupé par les troupes allemandes. Le sud était ce qu'on appelait la zone libre. Il n'y avait pas de soldats allemands, mais il y avait à Vichy, au centre de la France, un gouvernement qui prenait les ordres des autorités d'occupation. Mon père est parti, mais ma mère et moi, nous sommes restés à Paris parce que je devais passer le bachot au printemps 1942. Il n'y a pas eu de grands problèmes pendant ces 6 mois. Le seul a été que nous devions porter une étoile jaune en tissu et la coudre sur notre manteau si nous sortions. Ce n'était pas très agréable et je me rappelle que j'essayais de cacher l'étoile avec une écharpe quand j'étais dans la rue. En juillet 1942, j'avais fini le bachot et nous avions décidé, ma mère et moi, de retrouver mon père dans la zone sud. Alors, un beau jour, nous avons quitté Paris, ma mère et moi, comme des touristes, c'est-à-dire que ma mère avait une valise et moi une boîte en carton avec l'argenterie, les couteaux, les fourchettes qui avaient beaucoup de valeur. Nous sommes allés à la gare à Paris, où heureusement il n'y avait pas de contrôle ce jour-là. Et nous sommes arrivés dans un petit village, Saint-Pierre-du-Moutier, où les personnes qui allaient nous aider nous attendaient. Mais passer d'une zone à l'autre n'était pas une chose facile. Il y avait une frontière gardée par des Allemands d'un côté et des Français de l'autre, et nous n'avions pas d'Ausweis, d'autorisation, de permission pour passer cette frontière. Mais les personnes qui habitaient juste au sud de la frontière en zone libre pouvaient, eux, traverser. Et il y avait un pont, ils pouvaient traverser en bicyclette ou à pied, pas en voiture, parce que les voitures étaient défendues. Donc, pas question pour nous de traverser la Loire par le pont, qui était défendu. Alors, la seule possibilité, la seule chose que nous pouvions faire, c'était d'entrer dans le fleuve. Bon, la Loire est un fleuve qui a très peu d'eau en été. Nous étions au mois de juillet. Et je trouvais très amusant d'entrer dans l'eau. Nous avions évidemment un maillot de bain. Les gens qui nous aidaient ont pris notre bagage et nous avons traversé la Loire pour aller en zone libre. De l'autre côté de la frontière, la vie était beaucoup plus facile, plus agréable, très différente de la vie à Paris. Nous ne savions pas où habiter, nous n'avions aucun contact avec cette région, mais ce devait être une ville avec une université, car je devais continuer mes études. Par hasard, la ville a été Clermont-Ferrand, au centre de la France. Et nous avons aussi, par hasard, habité dans un petit hôtel, une petite pension de famille, que les Allemands auraient sûrement beaucoup aimé venir visiter, parce qu'il y avait presque seulement des Juifs, des communistes,
et des soldats qui avaient été arrêtés dans un camp et qui s'étaient enfuis, qui s'étaient sauvés. Mais il n'y a jamais eu de problème, et c'est après la guerre que nous avons appris pourquoi. Le patron de l'hôtel disait toujours « Ne venez pas voir ma chambre, c'est un vrai désordre ». Mais en réalité, il était dans la Résistance, il avait un poste de radio pour parler avec Londres, en Angleterre, et quelquefois, la Résistance lui disait « Maintenant, les Allemands arrivent dans votre village » et nous partions tous dans les fermes autour de l'hôtel. Cette vie assez agréable a continué jusqu'au 25 novembre 1943. Un matin, à l'université, nous avons vu des soldats allemands qui entouraient l'université et qui tout de suite ont crié « Raus » et nous ont fait sortir très vite dans la cour. Nous étions très nombreux et après quelques heures, nous sommes passés devant deux personnes. L'une, c'était une jeune femme de la Gestapo et l'autre, un étudiant français d'une famille de militaires français qui avait été dans la Résistance, mais qui avait été arrêté par les Allemands et qui avait dû choisir ou bien travailler avec les Allemands ou bien être fusillé. Et il a très bien travaillé avec les Allemands, car beaucoup d'arrestations ont été dirigées par lui. Mais après la guerre, il a été fusillé comme traître. Donc il partageait les gens, et je suis montée avec un groupe dans un camion allemand. Nous sommes partis dans une caserne qui était tout près. De cette caserne, au bout d'une quinzaine de jours, nous sommes repartis en train, un train tout à fait normal, le train de nuit Clermont-Ferrand-Paris. Et nous sommes arrivés à Paris un matin très tôt, où on voyait les gens aller au travail. Et je me rappelle un concierge qui traînait une caisse pour les ordures. Et c'était le signe de la vie normale à laquelle nous ne pouvions pas participer. On nous a emmenés à Drancy, qui est un camp au nord de Paris, pour réunir les Juifs, et qui était gardé par des gendarmes français, pas d'Allemands. Les Allemands étaient au dehors. La vie du camp n'était pas spécialement dure. Il fallait faire le ménage, nettoyer nos chambres et éplucher les pommes de terre et les carottes pour nous-mêmes. Mais j'ai eu la chance, avec une de mes camarades, de travailler dans la salle à manger des enfants. L'avantage était évidemment que c'est plus amusant de travailler avec des enfants que d'éplucher les pommes de terre toute la journée. Et aussi, nous avons pris quelques kilos, mais nous avons pensé que peut-être ce serait utile plus tard. Nous savions bien que nous ne pouvions pas rester toujours à Drancy, mais nous ne savions absolument pas ce qui pourrait se passer après. Mais un matin
de janvier 1944, nous avons été réunis et emmenés en camion devant des wagons de bestiaux fermés. On nous a poussés vers l'intérieur. Nous ne savons pas combien nous étions, 50, 60. Il y avait un tonneau pour l'eau, un tonneau pour la toilette. Et il y avait des jeunes, des vieux, des malades, des enfants. Tout le monde criait ou pleurait. Et finalement, c'est-à-dire les soldats allemands, ont fermé les portes et nous avons roulé pendant 3 jours et 3 nuits vers l'est. Vous pouvez imaginer l'atmosphère dans ces wagons. Nous avions de la nourriture dans les valises, mais nous n'avions vraiment pas faim, car l'air était épouvantable. Si bien que quand le train s'est enfin arrêté et qu'on a ouvert les portes, c'était comme une libération. Nous avons pu respirer l'air froid, c'était la nuit. Il y avait sur le sol un mélange de neige et de boue. Et on nous a dit que nous étions en Pologne, entre Auschwitz et Birkenau. Il a fallu sortir des wagons, schnell, schnell. On nous disait tout le temps d'aller vite, vite. Et nous étions battus quand nous ne comprenions pas ce qu'il fallait faire. Nous avions des valises avec des étiquettes avec notre nom, mais les valises, nous les avons laissées dans un grand tas, une petite montagne. Et nous avons pensé que c'était une idée bizarre, une drôle d'idée, parce que ce serait difficile de les retrouver. Mais ce n'était pas un problème, car nous ne devions jamais retrouver nos valises. Il a fallu nous mettre en rang, 5 et 5, devant des officiers allemands qui nous ont choisis. Si nous étions jeunes, c'est-à-dire au maximum 30 ans, et si nous étions fortes, et si nous avions l'air en bonne santé, nous avons dû aller vers la gauche pour marcher jusqu'au camp qui était à 2 kilomètres. Mais si on était plus vieux ou très vieux, si c'était une famille ou si c'était des enfants, ces personnes ont dû monter dans un camion parce que, nous ont-ils dit, ils ne seraient pas fatigués pour marcher jusqu'au camp. En réalité, nous avons appris après que toutes ces personnes étaient envoyées directement à la chambre à gaz. Nous sommes donc partis à pied vers le camp. Et quand nous sommes arrivés devant le bâtiment de l'administration, c'était encore la nuit et il a fallu attendre qu'on vienne s'occuper de nous. Quand le personnel est arrivé, il s'est passé 3 choses. La première, c'est qu'on nous a fait un tatouage sur le bras, 74 853, qu'il fallait reconnaître si on appelait notre numéro en allemand et aussi en polonais, parce qu'il y avait beaucoup de polonaises. Et nous avons compris à ce moment que nous n'étions plus une personne, mais un numéro. La deuxième chose qui s'est passée,
c'est que nous avons visité une coiffeuse. Une coiffeuse qui n'avait certainement pas fait de grandes études de coiffeuse, car elle a pris d'abord des ciseaux et a coupé nos cheveux très courts, et après un rasoir, et elle nous a rasés absolument sans cheveux. On nous a dit que c'était par hygiène. Nous avons aussi pensé que c'était psychologique, parce que sans cheveux, nous ne nous reconnaissions pas. Nous n'étions pas très belles à voir. Et la troisième chose était que nous devions prendre une douche. Il a fallu d'abord enlever nos vêtements. Nous avons essayé de les mettre bien pliés pour les retrouver. Mais non, ce n'était pas nécessaire. Nous recevions des gifles, nous étions battus parce que nous n'allions pas assez vite et que nous ne comprenions pas les ordres. Mais ces vêtements, nous ne devions jamais les revoir. Nous avons pris une douche, plusieurs personnes sous une même douche, et sans savon et sans serviette. Et en sortant de la douche, nous avons reçu un paquet de vêtements, mais des vêtements qui n'étaient pas du tout pour notre taille, et nous avions vraiment l'air de vagabonds. Je me rappelle une camarade, une élégante parisienne, qui est arrivée avec un manteau de fourrure, de beaux cheveux blonds, et comme nous toutes, elle était complètement transformée. Alors on nous a emmenés à notre nouvelle maison. C'était une grande maison d'un seul plan, en bois, et l'intérieur était divisé en ce qu'on appelait des Stubes, c'est-à-dire que c'était des lits à 3 étages, environ 2 mètres sur 2, et à chaque étage, nous étions 6 ou 7. Cela dépendait du nombre de prisonnières dans le camp. Il y avait un matelas en paille et une couverture pour dormir, mais il faisait assez froid et c'était difficile de s'endormir. Dans chaque bloc, il y avait un chef de bloc qui était très dur avec nous parce qu'elle avait des privilèges et elle ne travaillait pas, elle mangeait mieux, elle avait des vêtements plus confortables. Et pour garder ses privilèges, elle était spécialement dure avec nous. Et dans chaque Stube, il y avait aussi une chef qu'on appelait Stubova, et qui, pour les mêmes raisons, ne nous rendait pas la vie très facile. La vie au camp commençait à 4 heures du matin environ, d'après ce qu'on nous a dit, car nous n'avions pas de montre. On nous avait pris notre montre et tous nos bijoux à l'arrivée. La journée commençait par un appel où nous étions debout et il fallait compter toutes les personnes dans le camp. Ça prenait très longtemps parce que s'il y avait une erreur quand les résultats étaient donnés au bureau allemand, il fallait tout recommencer. Alors ça prenait environ 2 heures. Et après, nous partions travailler. Pour nous,
les nouvelles arrivées, le travail, c'était ce qu'on appelait « Außerkommando ». Nous travaillions dehors, au froid, dans la neige. D'abord, il fallait marcher pour sortir du camp devant un orchestre qui jouait pour nous et commencer un travail tout à fait inutile. Par exemple, avec un petit marteau, taper sur une pierre pour la casser. Un jour où je ne pouvais pas, le soldat allemand qui nous surveillait m'a pris le marteau et a tapé sur la pierre, mais il n'a pas réussi, lui non plus, à la casser. Un autre travail dont je me souviens, c'est par exemple une caisse avec 2 bâtons devant et 2 derrière, et il fallait remplir avec le mélange de neige, boue, et porter cette caisse à 2 un peu plus loin, vider et recommencer. Et nous travaillions ainsi pendant 12 heures avec une pause pour le déjeuner. Le déjeuner, c'était une soupe tiède et assez liquide. Et si on avait de la chance, il y avait peut-être une carotte ou un bout de betterave dedans. Et puis nous recommencions à travailler et nous revenions au camp devant l'orchestre et de nouveau un appel d'environ 2 heures. À ce moment, nous recevions notre dîner, un morceau de pain noir. J'ai pesé, après la guerre, le pain, environ 250 grammes. Et une fois par semaine, dessus, un morceau de margarine ou un peu de confiture. Et c'était tout ce que nous recevions comme nourriture dans la journée, la soupe à midi et le pain le soir. Le soir, nous avions aussi à boire ce qu'ils appelaient du thé. Ça ne ressemblait pas au thé, mais c'était quelque chose qu'on pouvait boire. Parce que c'était défendu de boire de l'eau, on avait peur du typhus. Nous avions toujours peur d'être malades. Évidemment, quand on travaille dans le froid avec de mauvais vêtements, il y avait un hôpital, un petit hôpital que nous appelions Révire, avec de bons médecins, parce qu'ils étaient tous formés dans les différents pays, mais ils n'avaient pas de médicaments, ou très peu. Et surtout, on risquait d'être plus malade après qu'avant, parce qu'on mettait 2 personnes dans le même lit avec 2 maladies différentes. Et surtout, le danger, c'était que l'hôpital étant très petit, il était vite plein et les Allemands avaient une manière très rapide de faire de la place. Tout l'hôpital était envoyé à la chambre à gaz. C'était une question de chance de ne pas tomber malade. Une autre chose dont nous avions aussi très peur, c'était ce qu'on appelait les sélections. Si les autorités allemandes en avaient envie, on nous faisait passer nus devant des médecins allemands, et s'ils trouvaient qu'on était trop maigre ou qu'on avait l'air malade, on était envoyé directement à la chambre à gaz. J'ai eu la chance d'être du bon côté avec mes amis.
Avec ce que je viens de vous raconter, vous pouvez vous étonner que je sois encore en vie aujourd'hui. Et certainement, ce n'aurait pas été possible s'il ne m'était pas arrivé quelque chose d'heureux dans cette triste vie. Une de mes camarades d'université était une fille grande et forte qui parlait allemand, et elle a été choisie pour pousser des tonneaux de soupe depuis la cuisine jusqu'à une usine. Et à cette usine, elle a rencontré un Français qui l'a fait entrer à l'usine. Et le lendemain, on a appelé le matin à l'appel mon numéro et celui de mon autre ami. Et nous avons commencé toutes les deux aussi à travailler à l'usine. Alors le matin où nous sommes arrivés à l'usine, mon ami et moi, nous avions encore eu de la chance parce que la secrétaire allemande n'était pas là, et c'était une luxembourgeoise qui nous a reçus, et elle nous a dit tout doucement dans l'oreille, « Dites que vous avez 14 ans ». L'avantage à 14 ans, c'est qu'on travaillait toujours le jour, pas la nuit, ce qui est plus fatigant. Et nous étions assises à une table, une longue table, où le travail était assez facile. Et pourquoi, comment cela s'est passé, je l'ai seulement compris en 1995. Le 27 janvier 1995, c'était les 50 ans de la libération d'Auschwitz. Et à la télévision française, j'ai vu un homme qui parlait et qui a dit qu'il avait aidé 3 étudiantes de Clermont-Ferrand à entrer à l'usine. Et j'ai pensé que c'était sûrement lui, et que c'était à cause de lui, grâce à lui, que nous vivions. Alors j'ai cherché à le retrouver. Ça a été assez long, parce qu'il avait quitté Paris pour Jérusalem. Mais un beau jour, j'ai pu téléphoner à Jérusalem, et alors j'ai appris comment les choses s'étaient passées pour moi. Quand il est arrivé à Auschwitz, il était élève ingénieur et jouait du violon. Parce qu'il jouait du violon, il est d'abord entré dans l'orchestre, dont j'ai déjà parlé, puis ensuite à l'usine, parce qu'il était étudiant ingénieur. Quand il est arrivé à l'usine, l'ingénieur en chef, qui était un civil allemand, lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait pour arriver à Auschwitz. Et il a répondu seulement être né juif. Alors l'ingénieur allemand a répondu c'est la culture allemande. Je vais faire tout ce que je peux pour aider tout ce que je peux aider, mais je dois faire attention parce que si c'est découvert, je serai à votre place. C'est un petit Schindler dont on a beaucoup parlé. C'était très important
de rester avec ses amis. Et nous avons eu beaucoup de chance qu'avec toutes les sélections qu'il y a eu, nous avons pu rester ensemble, 3 camarades de l'université. C'était très important parce que peut-être par hasard, peut-être exprès, les Allemands nous avaient mis toutes ensemble de différents pays. Il y en avait de Pologne, de Tchécoslovaquie cette fois, de l'Union soviétique, d'Ukraine. Et nous ne parlions pas la même langue, nous ne nous comprenions pas. Il y avait beaucoup de jalousie, surtout pour celles qui venaient de l'Ouest, qui étaient arrivées plus tard dans les camps. Les autres avaient beaucoup souffert et elles étaient un peu amères et ne nous aimaient pas beaucoup. Alors nous restions surtout entre nous, des Françaises, des Belges et aussi 2 Italiennes qui sont arrivées plus tard, seulement plus tard parce que l'Italie, sous Mussolini, n'envoyait pas les Juifs à Auschwitz. C'est seulement quand les Allemands ont occupé l'Italie qu'elles sont venues. Nous savions à peu près comment la guerre se passait par les nouveaux arrivés. Ainsi, nous avons su que Paris avait été libéré en août 1944, mais pour nous, la France, Paris, c'était très loin et nous étions dans le camp et nous ne savions pas ce que les Allemands avaient préparé pour nous. Ce que les Allemands avaient préparé pour nous, c'était ce que nous avons appelé plus tard la marche de la mort. Il fallait sortir du camp et marcher dans la neige sans manger. Et si on ne marchait pas, on était abattu. Ils tiraient avec un revolver. La seule chose que nous pouvions manger, c'était la neige qui était le long de la route. Nous avons marché plusieurs jours. Nous ne savons pas exactement combien. On s'arrêtait un peu, mais on ne rentrait pas dans une maison. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement devant des wagons à bestiaux qui étaient ouverts et aussi pleins de neige. Et avec eux, on a roulé vers l'ouest pour arriver au camp de Ravensbrück. Là, rien n'était préparé pour nous. Alors on a continué à vivre dehors et à manger de la neige. Plus tard, on nous a partagés entre différents camps. Je suis allée, heureusement, toujours avec mes amis, dans une petite ville qui s'appelle Malchow, alors Malchow. Ce n'était pas un camp de travail, ce n'était pas non plus un camp avec des crématoires, mais quand on ne travaillait pas, le résultat c'est qu'on mangeait encore moins, si c'est possible. Et nous passions le temps à faire des menus, à nous donner des recettes, si un jour nous revenions à la maison. Nous avons aussi vu les autobus blancs de la Croix-Rouge suédoise. Il n'y avait pas de prisonniers scandinaves, je crois. Je ne sais pas qui est parti, mais en tout cas pas nous. Ils ont promis de revenir, mais fin avril, début mai, c'était le chaos sur les routes allemandes et ils ne sont jamais revenus. Au début de mai 1945,
les Russes approchaient et les Allemands avaient très peur des Russes parce qu'ils avaient été eux-mêmes très féroces en Union soviétique. Ils avaient peur des représailles. Alors, nous sommes sortis du camp et nous avons marché. Mais cette fois-ci, d'abord c'était le printemps, et puis nous savions que c'était bientôt fini. La première nuit, nous avons dormi dans la forêt. Plusieurs fois, à cause de notre diarrhée, nous avons été seuls dans la nature, mais nous avons préféré rester en groupe parce que nous disions que si les Russes arrivaient, nous ne pourrions pas leur expliquer qui nous étions. Le deuxième jour, nous avons encore marché et nous avons dormi dans une ferme. Les fermiers avaient aussi peur des Russes, ils étaient partis. Alors nous étions 7 Françaises et Belges qui ont occupé une chambre dans la ferme. Et dans la ferme, alors, il n'y avait que nous et les vaches. Et nous aurions bien aimé boire du lait, mais nous étions toutes des filles de grande ville et nous n'avons pas osé nous approcher des vaches. Alors les vaches ont dû attendre que leurs propriétaires reviennent. Et au bout d'environ une semaine, nous avons pensé que personne ne savait où nous étions et qu'on pourrait rester peut-être là longtemps, oubliés de tous. Alors nous sommes mis en marche et au cours de la matinée, nous avons vu dans un petit village un drapeau français en dehors d'une maison. Nous avons frappé à la porte et nous avons appris que c'était un off-flag, un camp d'officiers français qui était libéré et qui allait entrer en France et qui allait bien s'occuper de nous. On nous a emmenés dans un grand hôtel à Paris, l'hôtel Lutetia. Et là, la première personne que j'ai vue en arrivant, que j'ai vue de dos, c'était une de mes camarades de classe qui était là pour accueillir les déportés. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu de panique en me disant maintenant, je vais savoir ce qui est arrivé à mes parents. Mes parents dont je n'avais pas de nouvelles depuis 1 an et demi. Mais quand elle s'est retournée et qu'elle m'a vue, elle m'a dit « Mais tes parents, ils sont revenus, ils sont dans votre appartement. » Je n'avais pas vraiment la notion du temps. Paris avait été libéré déjà 8 mois auparavant et mes parents étaient rentrés chez eux. Elle dit « Je vais leur téléphoner ». Mais elle ne pouvait pas leur téléphoner directement parce que notre téléphone avait été interrompu pendant la guerre. Mais elle a téléphoné dans le même immeuble, à 2 étages plus haut, très tôt le matin. C'était le 22 mai 1945, un très beau matin de printemps où toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et par la fenêtre ouverte, mes parents ont entendu la dame qui a pris le téléphone crier « Arlette est revenue ». Évidemment, elle est venue tout de suite sonner chez mes parents et leur dire qu'ils pouvaient venir me chercher à l'hôtel Lutetia. J'étais donc la première qu'on connaissait qui rentrait des camps et tout le monde, famille et amis, voulait m'aider au maximum.
m'aider, la meilleure façon de m'aider, c'était de me donner quelque chose à manger. Parce que Paris, au printemps 1945, était extrêmement pauvre et c'était très difficile de trouver de la nourriture. Alors tout le monde arrivait avec des paquets, des valises et pleines de bonnes choses et je mangeais beaucoup. Je mangeais aussi la nuit. Je préparais une assiette à côté de mon lit avec de la nourriture pour 2 fois. Mais quand je me réveillais la première fois, je mangeais tout en me disant comme ça je pourrais dormir le reste de la nuit. Mais je ne pouvais pas et je me relevais pour aller chercher encore plus. Alors le résultat a été très clair. Je pesais 30 kilos quand je suis rentrée et quelques mois après, j'en pesais 70. Je crois que c'était très important la manière dont nous avons recommencé une vie normale avec la famille et les amis qui nous entouraient et s'occupaient de nous. J'ai retrouvé plus tard une camarade belge qui était rentrée toute seule à Bruxelles, sans famille, sans amis, et elle était encore assez amère. Mais il n'y avait évidemment pas d'aide psychologique à ce moment. Ça m'amuse toujours de dire cela parce que ma fille est psychologue et je ne veux pas dire du mal des psychologues, ils sont très utiles, mais dans notre cas, nous avons pu continuer ou reprendre plutôt une vie normale sans aide. J'ai 3 amis qui datent de cette époque au camp et je crois que nous 4, nous avons pu continuer la vie qui était normale pour tout le monde. J'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu pendant la guerre en 1990. Et maintenant, j'ai fait environ 210 conférences à ce sujet. Quand on m'a demandé, j'ai d'abord refusé. Je n'avais pas envie de remuer de vieux souvenirs. Mais j'ai pensé après que c'était peut-être une mauvaise décision, que certaines personnes prétendent que Auschwitz n'a jamais existé. Et un politicien de droite en France, Le Pen, dit que c'était un détail. C'est pourquoi j'ai commencé et que j'espère continuer tant que j'aurai la force et tant qu'il y aura de l'intérêt et qu'on me demandera de venir.